Elle a 15 ans. Elle pèse 42 kilos. Et à cet instant précis, elle porte sur son dos près du double de son propre poids, tandis que du sang frais coule de ses talons crevassés. Un chemin de terre à Goma, dans la province du Nord Kivu. De la poussière rouge flotte dans l'air comme un brouillard de sang. Une chaleur viscérale déforme l'horizon. Mais le vrai poids n'est pas celui des 78 kilos de gravier qui lui écrasent la colonne vertébrale. Le vrai poids, c'est le silence. Des dizaines de personnes croisent Tandiou Makena. Des femmes portant des bassines sur la tête, chargées de manioc. Des hommes à vélo, surchargés de bois de chauffage. Des enfants courant pieds nus après des jantes de pneus. Personne ne la regarde. Comme si elle était invisible. Comme si elle n'existait pas. La sueur mêlée à la cendre forme des ruisseaux sur sa peau sombre. Les yeux mi-clos, elle se protège du soleil impitoyable. Ses lèvres gercées saignent aux commissures. Une larme solitaire trace une ligne nette sur un visage couvert de poussière. Le silence règne dans tout un village qui a appris à ignorer la souffrance d'autrui. Des pas traînants. Une respiration irrégulière lui brûle les poumons. Au loin, des voix en swahili et en kinyarwanda se mêlent à la musique distordue d'une radio diffusant de la rumba congolaise. La corde nouée sur un fin tissu posé sur sa tête la blesse profondément. Sous le tissu, une tache sombre s'étend. Du sang séché mêlé à du pus frais, d'une plaie qui ne guérit jamais, car elle ne connaît jamais de répit. Elle s'appelle Tandiou Makena. Et ce que vous allez découvrir à son sujet vous retournera l'estomac. Mais avant de comprendre comment Tandiou s'est retrouvé là, à porter du gravier sous le soleil de plomb de Goma, vous devez connaître la nuit qui a tout détruit. La nuit qui a transformé une fille ordinaire en objet. En marchandise. En néant. Et si vous pensez savoir comment cette histoire va se terminer, vous êtes loin d'imaginer l'abîme qui vous attend. Restez jusqu'au bout, car le moment le plus choquant n'est même pas celui que vous avez déjà vu. De plus, si ce contenu vous touche, pensez à vous abonner à la chaîne. Notre objectif est d'atteindre 500 abonnés afin de continuer à vous proposer des histoires inédites. Votre abonnement fait toute la différence. Mais revenons en arrière. Goma, province du Nord Kivu, 23 août 2017. Bâtiment en briques d'adobe, toit de tôle ondulé rouillé. Sol en ciment brut, fissuré. Mur décoré de vieux calendriers de la MONUSCO et d'une photo de mariage décolorée où les visages sont presque effacés. Un groupe électrogène ronronne dehors, émettant un bruit de moteur irrégulier et saccadé. 3 enfants sont assis sur une natte de paille tressée. Tandiou, alors âgé de 12 ans, est avec ses 2 jeunes sœurs, Chipo, 10 ans, et Mazani, 7 ans. Elle joue au mancala avec des graines de tamarin et des trous creusés dans la terre battue. Chipo, tu triches encore. Tu ne peux pas déplacer cette graine. Chipo éclate de rire en montrant sa dent de devant cassée. Si, je peux. C'est toi qui as inventé une règle qui n'existe pas. Mazani, la plus jeune, mais toujours trop sérieuse pour son âge, demande si elle peut jouer aussi. Quand tu seras un peu plus grande, ma fleur du désert. Tandiou caresse les cheveux bouclés de sa sœur, tressés en fines nattes. Le bruit du générateur s'intensifie. Un toussotement mécanique. Un râle rauque, comme l'agonie d'un animal. La mère crie depuis la cuisine d'été. Jabari, le générateur est en train de rendre l'âme, bon sang. Une cour latérale jonchée de gravier et de détritus. Jabari Makena, 37 ans, est accroupi près d'un petit générateur rouillé, rafistolé et rapiécé. Un homme maigre, vêtu d'une chemise de travail usée, rapiécé par divers garages. Ses mains calleuses témoignent de son travail du métal depuis l'enfance. Il tient un outil improvisé, un tournevis aux manches cassées, recouvert de ruban isolant jaune. L'alternateur est saturé, la courroie patine. Si je parviens à régler le tendeur, peut-être qu'il tiendra encore une semaine. Sa mère, Zuri, 34 ans, sort de la cuisine d'été, enveloppée de fumée de charbon de bois. Une femme forte aux hanches larges. Une capulana colorée à motifs de papillons est nouée autour de sa taille. Un foulard rouge dissimule ses cheveux grisonnants prématurément. Jabari, laisse ça pour demain. On peut bien dormir sans lumière une nuit, ça ne tuera personne. Jabari ne quitte pas des yeux le moteur fumant. Demain, je dois être à l'atelier de Kazingu à 5 heures du matin. Client important. Il faut que je répare ça maintenant, sinon je n'aurai pas le temps de préparer les outils. Zuri croise les bras. Tu es fatigué, mon chéri. Tes yeux sont rouges de sommeil. Ça peut attendre. Jabari finit par la regarder d'un air irrité. 5 doigts levés. 5 minutes, Zuri. Juste 5 minutes et c'est réparé. Zuri soupire profondément, secoue la tête d'un air désapprobateur et retourne à la cuisine. Une forte odeur de fufu de manioc et de feuilles de sakasaka s'échappe de la casserole en aluminium fumante.
De l'huile de palme rouge éclabousse le côté. Jabari concentre toute son attention sur le moteur. Il retire le cache de l'alternateur avec une extrême précaution. De petites étincelles jaillissent comme des feux d'artifice miniatures. Il les ignore, comme toujours. Ses doigts sont habiles, même dans l'obscurité précaire éclairée seulement par une lampe à pétrole accrochée à un clou rouillé sur le mur d'adobe. Le moteur tousse à nouveau. Un bruit lancinant. Jabari ajuste quelque chose dans les entrailles métalliques. Du métal qui frotte contre du métal. Soudain, une étincelle plus grosse. Beaucoup plus grosse. Jabari recule instinctivement, mais trop tard. L'étincelle frappe un fil dénudé exposé depuis des mois. Le courant électrique rencontre le gazole qui a fui. Une explosion sèche et brève, comme un coup de fusil AK-47. Un son que tous les habitants de la région connaissent trop bien. Des flammes s'élèvent instantanément, léchant l'air. Jabari hurle. Un cri strident et primal de douleur pure déchire la nuit. Son bras gauche est complètement englouti par les flammes. Il s'effondre sur le gravier éparpillé au sol, qui lui transperce le dos. Il se roule désespérément sur le sol, tentant d'éteindre le feu, mais le gazole répandu alimente les flammes comme un combustible infernal. Zuri accourt de la cuisine, un torchon humide à la main. Sans hésiter, elle se jette sur son mari et étouffe les flammes avec le torchon humide. L'horrible odeur de chair brûlée emplit l'air. Une odeur qui ne s'efface jamais de la mémoire de quiconque l'a ressentie. Tandiu et ses sœurs apparaissent à la porte, figées. Les yeux grands ouverts. La bouche béante. Muette. Shippo se met à pleurer à chaudes larmes. Masani agrippe la jupe de Tandiu si fort qu'elle y laisse une marque. Tandiu est paralysée, incapable de bouger ou de respirer. Elle ne peut que regarder son père se tordre de douleur sur le sol tandis que sa mère appelle à l'aide d'une voix à faire trembler les murs. Des voisins commencent à sortir de l'ombre. D'abord un vieil homme. Puis 3 femmes. Puis un petit groupe. Ils parlent tous en même temps en swahili, en kinyarwanda et en machi. Que s'est-il passé? Il a besoin d'être hospitalisé d'urgence. Quelqu'un a-t-il une voiture? Qui a une voiture dans le quartier? Cet homme va mourir si on ne se dépêche pas. Appelez Tata Bomani. C'est le seul à avoir un pick-up. Vite. Un homme âgé nommé Tata Bomani s'enfuit. Il revient 12 minutes plus tard dans un pick-up Toyota blanc de 1984. Le côté est cabossé, vestige d'un ancien accident. La lunette arrière est brisée et recouverte d'une épaisse bâche en plastique et de rubans adhésifs marron. Le moteur fume et crache de l'huile. Mais il fonctionne. Chargez-le vite avant qu'il ne soit trop tard. 4 hommes soulèvent Jabari comme un sac de riz. Il gémit. Un son inhumain. Son bras gauche est méconnaissable. Sa peau fondue laisse apparaître des muscles rouges vifs et des os blancs par endroits. Zuri grimpe à l'arrière du camion avec lui. Tandiu tente de monter aussi, mais sa mère la repousse violemment. Reste avec tes sœurs, ma fille. Ferme la porte à clé. N'ouvre à personne. Tu as entendu. Le camion s'éloigne dans un nuage de poussière rouge. Les feux arrière brisés, l'un clignotant, l'autre éteint, disparaissent dans l'obscurité totale. Tandiu se tient au milieu de la cour. Shippo et Masani s'accrochent à elle, tremblantes. Les 3 filles sont complètement seules. Un chant assourdissant de grillons. Au loin, un chien aboie sans cesse. La lampe à pétrole se balance encore au bout du clou, projetant d'effrayantes ombres dansantes sur le mur. Tandiu regarde le générateur. Il fume encore. Le couvercle de l'alternateur est tombé sur le gravier. Des taches sombres jonchent le sol. Du sang mêlé à de l'huile, formant une flaque grotesque. Hôpital provincial de Goma. 4h15 du matin. Un bâtiment en béton délabré, criblé d'impacts de balles, vestiges d'anciens conflits. Fenêtres brisées. Certaines avec du carton à la place des vitres. D'autres simplement vides, laissant entrer les moustiques et l'obscurité. Aux urgences, une unique lampe fluorescente clignote frénétiquement. Zuri est assise sur un banc en bois pourri. Les mains sur le visage. Des vêtements tachés de sang et de gazole. Une forte odeur de brûlé imprègne l'air. Jabari est dans une pièce improvisée. Un rideau déchiré fait office de porte, flottant au vent. Aucun médecin n'est de garde. Seulement un infirmier auxiliaire nommé Findine Como. Un homme de 52 ans. Épuisé. Il travaille en double poste depuis 4 jours d'affilée, faute de remplaçant. Il nettoie la plaie de Jabari avec de l'eau de javel diluée. Il n'y a pas d'anesthésie. Il n'y a rien. Jabari mord un morceau de bois. Son corps tout entier tremble violemment.
La sueur imbibe le mince matelas, Sandra posée sur une civière en fer rouillé. Findine Como secoue la tête en travaillant, son expression trahissant son épuisement. Brûlure au 3e degré. Très étendue. L'infection est inévitable sans un antibiotique puissant. Zuri est à la porte, appuyée contre l'encadrement. Nous avons des antibiotiques ici, à l'hôpital. L'infirmière ne la regarde pas. Elle continue de travailler. Oui. Mais nous n'en avons pas assez. Et ce que nous avons est strictement réservé aux cas payés d'avance. Combien coûte le traitement complet? Findy finit par la regarder. Un regard fatigué, mais pas cruel. Juste d'un réalisme brutal. 200 $ américains. Traitement complet avec des antibiotiques à large spectre. Plus 70 pour le sérum spécial qui prévient le choc septique et l'insuffisance rénale. Zuri chancelle comme si elle avait reçu un coup de poing dans le ventre. Elle s'appuie contre le mur crasseux. On n'a pas ça. Personne dans le quartier n'a ça. Personne que je connaisse n'a ça. L'infirmier reprend son travail mécanique. Il applique une pommade basique qui brûle comme du feu. Il panse la plaie avec une gaze jadis blanche, désormais grise à force d'être lavée et réutilisée. Il devra ensuite compter sur ses propres forces. Et beaucoup prier. L'infection de ce type de plaie est extrêmement agressive. Sans traitement approprié. Il marque une longue pause. Plonge son regard dans le sien. Il n'achève pas sa phrase. Inutile. Zuri comprend parfaitement ce qui n'a pas été dit. Une mort lente. Douloureuse. Inévitable. 7 jours s'écoulent comme une éternité. Jabari est chez lui, car il n'y avait absolument aucune raison pour qu'il reste à l'hôpital s'il n'avait pas les moyens de se faire soigner. Sa plaie est bandée. On lui donne des instructions sommaires. Changer la gaze 2 fois par jour, se laver à l'eau bouillie, bien s'hydrater et prier sans cesse. Zuri suit les instructions à la lettre, comme un rituel sacré. Mais le 3e jour, l'odeur commence. Douce et putride. Inimitable. Le 4e jour, la fièvre monte. Jabari délire. Il parle à des gens qui ne sont pas là. Il appelle son père, mort 17 ans plus tôt à la guerre. Le 5e jour, des taches rouges se propagent de son bras à sa poitrine, comme une carte de l'enfer. Le 6e jour, il cesse complètement de parler. Il ne fait que gémir. Des sons gutturaux, comme un animal à l'agonie. Le 7e jour, c'est la fin. 9e jour. Samedi matin. 31 août 2017. Tandiou se réveille et le sait avant même d'ouvrir les yeux. La maison est trop silencieuse. Un silence pesant. Aucun bruit de respiration lourde et irrégulière ne provient de la chambre de ses parents. Elle se lève lentement. Pieds nus sur le sol de ciment froid. Elle se dirige vers la porte entr'ouverte. Sa mère est assise près du lit double. Elle tient la main de Jabari. Elle ne pleure pas. Elle ne fait aucun bruit. Elle se contente de regarder son visage, maintenant apaisé. « Maman !» Zuri ne répond pas. Elle ne bouge pas. Tandiou s'approche, les jambes flageolantes. « Maman, il est parti. Il est parti, Tandiou. » Zuri finit par regarder sa fille. Les yeux complètement secs mais rouges comme le feu. Il est parti et il nous a laissés ici. L'enterrement a lieu 3 jours plus tard au cimetière municipal de Goma. Un espace de terre rouge compacté, dur comme la pierre. Des croix de bois tordues. Certaines avec des noms déjà effacés. La plupart sans aucune inscription. Un simple cercueil de pain bon marché aux clous apparents. 4 hommes du quartier ont creusé la tombe. 1,60 m de profondeur. Le pasteur local de l'église pentecôtiste prononce une brève prière. Poussière à la poussière. Cendre à la cendre. Terre à la terre. Une 50aine de personnes sont présentes. Des voisins. Des collègues du garage. Quelques parents éloignés venus par simple obligation. Et une femme qui attire immédiatement tous les regards. Elle arrive en retard, alors que le cercueil est déjà descendu à l'aide de vieilles cordes. Une femme grande. Une peau sombre et luisante comme de l'obsidienne polie. Un corps plein, mais pas gras. Des courbes délibérées et accentuées. Une robe en tissu Ankara importée du Nigeria. Un motif de pan doré sur un fond violet foncé. Des chaussures à talons au rouge. De grandes boucles d'oreilles en or. Des bracelets qui teintent. Un parfum puissant et coûteux qui masque l'odeur de terre humide et de décomposition. Elle s'approche de Zuri à pas mesurés. Une longue étreinte. Théâtrale. Mise en scène. Ma sœur. Ma pauvre, ma chère sœur. Quelle terrible tragédie. Quelle douleur incommensurable. Zuri est complètement figée dans cette étreinte forcée. Merci d'être venue, tante Nyasha.
La femme recule, mais garde les mains fermement posées sur les épaules de Zuri. Tante. Nyasha. 41 ans. La demi-sœur aînée de Zuri. Même mère, mais père différent. Bien sûr que je suis venue de Bukavu. Nous sommes de la même famille. La famille est primordiale dans ce monde cruel. Tandiou observe attentivement, d'un œil méfiant. Il y a quelque chose dans la voix de sa tante qui sonne profondément faux. Les mots sont justes, mais le ton est artificiel. Comme celui d'un marchand ambulant vantant des marchandises pourries avec un sourire. Tante Nyasha regarde Tandiou. Puis Chipo et Mazani. Elle sourit largement, dévoilant des dents d'une blancheur parfaite. Et ce sont ses belles filles. Comme elles ont grandi vite. Tandiou ne lui rend pas son sourire. Elle garde un visage impassible. Sa tante remarque sa froideur. Son sourire s'atténue légèrement, mais ne disparaît pas complètement. Après l'enterrement, une réunion traditionnelle a lieu à la maison. Une coutume locale immuable. Famille et amis proches se réunissent pour manger et discuter sérieusement de l'avenir de la veuve. Zuri est assise sur une chaise en plastique blanc au centre de la petite pièce bondée. Tante Nyasha est assise juste à côté d'elle. D'autres femmes âgées forment un demi-cercle serré. Les hommes restent dehors, fumant et parlant à voix basse de football et de politique. Une femme âgée nommée Bibi Zola prend la parole la première, la voix brisée. Zuri, tu es encore jeune. Tu as 3 filles à nourrir. Sans mari maintenant, il sera extrêmement difficile de survivre. As-tu des projets concrets? Zuri regarde ses mains calleuses posées sur ses genoux. Je continuerai à vendre des tomates au marché central. Je fabriquerai aussi du savon artisanal. On s'en sortira. Une autre femme, Mama Imani, tousse sèchement. Avec 3 bouches à nourrir. Un loyer à payer. L'école si tu veux qu'elles étudient. Des vêtements. Des médicaments. Crois-tu vraiment que tu vas t'en sortir seule? Zuri ne répond pas. Elle déglutit difficilement. Tante Nyasha se penche en avant d'un geste calculé. J'ai une suggestion plutôt raisonnable. Tous les regards se tournent vers elle. Je vis seule à Bukavu. Une grande maison de 3 chambres. Une affaire très lucrative. J'ai beaucoup de place. Je peux emmener l'une des filles vivre ici. Cela soulagerait Zuri d'un fardeau immense. La fille choisie aurait de bons repas tous les jours. Son propre lit confortable. Elle pourrait même étudier dans une meilleure école privée. Un silence pesant s'installe. Zuri relève lentement la tête. Emmenez l'une de mes filles. Tante Nyasha sourit doucement. Un geste de pure charité entre sœurs. Tu t'occuperais de 2. Je m'occuperai de l'une. Quand ta situation financière s'améliorera, elle pourra revenir. Ce n'est qu'une solution temporaire. Bibi Zola approuve vigoureusement d'un signe de tête. C'est une idée très sensée, Zuri. L'orgueil ne remplit pas le ventre d'un enfant. Il faut du pragmatisme. Tandiou est recroquevillée dans un coin sombre de la pièce. Son cœur bat la chamade. Elle regarde sa mère. Puis sa tante. De nouveau sa mère. Zuri pleure en silence. Des larmes coulent sur son visage sans un bruit. Laquelle veux-tu prendre? Tante Nyasha fait mine de réfléchir. Elle se touche le menton. Elle regarde les 3 filles. Elle désigne Tandiou du bout de son ongle verni. L'aînée. Elle est assez grande pour aider à la maison. Elle peut apprendre le métier. Et les plus jeunes resteront avec toi, Zuri, pour te réconforter. Tandiou sent son estomac se nouer violemment. Non. Le mot sort à peine audible. Rauque. Personne ne l'entend. Zuri essuie ses larmes du revers de la main. Tandiou. Viens ici, ma fille. Tandiou s'approche très lentement, comme une condamnée. Sa mère lui prend les mains froides. Ma fille. Ce n'est que pour un court instant. Le temps que je puisse réunir assez d'argent. Le temps que les choses s'améliorent. Tante Nyasha prendra très bien soin de toi. Je le promets. Tandiou fixe sa mère droit dans les yeux, cherchant quelque chose. Maman, ne me renvoie pas. Je t'en prie, maman. Chipo et Mazani apparaissent à la porte, en larmes. Ne prends pas Tandiou. Je t'en prie, maman, ne l'emmène pas. On a besoin d'elle. Zuri ferme les yeux très fort. Les larmes coulent à flot sur son visage. Lorsqu'elle les rouvre, quelque chose est brisé en elle. Quelque chose est mort. C'est mieux ainsi pour tout le monde. Tandiou partira tôt demain. Cette nuit-là, les 3 sœurs dorment ensemble pour la dernière fois. Serrées les unes contre les autres sur le mince matelas, leurs bras entrelacés, Mazani sanglote doucement jusqu'à ce que le sommeil l'emporte, épuisée. Chipo serre la main de Tandiou. Tu reviendras bientôt,
n'est-ce pas? Promets-moi que tu reviendras vite. Tandiou voudrait le promettre, mais les mots ne sortent pas. Alors elle serre la main de sa sœur jusqu'à ce qu'elle lui fasse mal. Tôt le matin, tante Nyasha apparaît sur un taxi-moto bruyant. Un jeune conducteur porte un casque fendu en deux. La tante est vêtue d'une tenue de marque, une fois de plus. Un jean moulant importé, un chemisier en dentelle rouge et de grandes lunettes de soleil qui lui couvrent la moitié du visage. Il est temps de partir. Tandiou a un vieux sac à dos d'écolière. À l'intérieur, 2 vêtements rapiécés, une brosse à dents au poil tordu, un peigne cassé en deux et une petite photo des 3 sœurs, prise dans un studio de rue il y a 3 ans. Déjà jaunie. Zuri serre sa fille dans ses bras. Une étreinte forte, désespérée, douloureuse. Elle pardonnera un jour à sa mère. Tandiou ne répond pas. Elle ne le peut pas. Elle monte à l'arrière de la moto derrière sa tante. La moto accélère brusquement. Chippo et Mazani courent après elle en hurlant et en pleurant. Tandiou se retourne, la vue brouillée. Elle voit ses sœurs rapetissées. La maison rapetissée. Jusqu'à disparaître complètement au détour d'un chemin de terre. Bukavu. Une ville bien plus grande que Goma. Construite sur des collines escarpées autour du lac Kivu. Des maisons empilées les unes sur les autres comme des boîtes. Des chemins de terre sinueux et impraticables. Des marchés chaotiques. Une forte odeur de poissons fumés et de goyaves pour y mêler. Un bruit incessant et assourdissant de klaxons, de générateurs et de vendeurs ambulants criant leur prix. Le mototaxi gravit la colline abrupte en première. Il traverse des quartiers de plus en plus misérables. Enfin, il s'arrête devant une maison. Une construction en briques sans aucun enduit. Un toit en tôle rouillée. Un petit porche en ciment fissuré. Une porte en bois peinte d'un bleu délavé, dont la peinture s'écaille. Mais comparée aux misérables maisons voisines, c'est presque un palais. Elle a 2 chambres. Une cuisine intérieure avec une cuisinière à gaz. Même un vieux réfrigérateur encore fonctionnel. Tante Nyasha descend de la moto. Il paie le chauffeur. Sans même regarder, il désigne la porte. Il entre. Il prend ses affaires. Tandiou obéit machinalement. L'intérieur est étonnamment propre. Un canapé en simili-cuir vert. Une petite télévision sur une table basse en plastique. Un sol en ciment peint en rouge vif. Des rideaux en tissu à motifs. Une étagère avec des bouteilles de bière Primus et Skol. Tandiou n'a jamais vu une maison pareille. Tante Nyasha verrouille la porte. Il retire lentement ses lunettes de soleil. Son visage se transforme complètement. Son sourire disparaît comme jamais auparavant. Sa voix devient glaciale. Établissons des règles très claires, maintenant. Tandiou déglutit difficilement. Elle hoche la tête, tremblante. Première règle. Tu te lèves à 5 heures du matin tous les jours, sans exception. Deuxième règle. Tu fais toutes les corvées que je te demande, sans discuter. Nettoyer. Cuisiner. Laver. Aller chercher de l'eau. Aller chercher du bois. Porteur quoi que ce soit. Troisième règle. Tu manges après moi. S'il en reste. Quatrième règle, très importante. Tu ne te plains jamais. Jamais. De rien. Cinquième règle. Tu ne dis absolument rien à ta mère. Si je découvre que tu t'es plainte, tu le regretteras toute ta vie. Compris? Tandiou est paralysé. Ce n'est pas ce que sa mère avait imaginé en acceptant. Tante Nyasha hausse le ton. Je t'ai demandé si tu avais compris. Tandiou cligne rapidement des yeux. J'ai compris, tante. Bien. Ton matelas est là-bas. Tante désigne le coin de la pièce, derrière le canapé. Un matelas en mousse fine. Déchiré à un coin, laissant apparaître la mousse jaune. Pas de drap. Pas d'oreiller. Pas de couverture. Tandiou regarde la pièce. Puis sa tante. L'endroit où dort sa tante. Tante Nyasha sourit. Un sourire sincère, cruel. Dans la chambre. Seule. Tu dors ici. Comme un chien de garde. À cet instant précis, Tandiou sent quelque chose se briser en elle. Mais elle ne pleure pas. Pas encore. Les larmes sont un luxe. Elle pose simplement son sac à dos à côté du matelas misérable. Tante Nyasha va dans la chambre. Revient avec un seau en plastique bleu, fêlé et rapiécé. L'emporte au puits communal. Le remplit à ras-bord. Sans en perdre une goutte. Et revient en courant. Je veux de l'eau dans 10 minutes. Le temps presse. Tandiou prend le seau. Le puits communal. Elle n'a aucune idée de son emplacement. Dis-moi où est le puits. Sa tante désigne impatiemment la fenêtre. Descends la colline.
Tourne à droite dans la ruelle près de la maison jaune au portail vert. Descends encore 2 collines. Va voir la file d'attente. Maintenant, pars avant que je ne change d'avis. Tandiu se met à courir. Le soleil est déjà haut et brûlant. La chaleur est lourde et humide. Elle descend la colline en courant. Ruelle après ruelle. Une maison jaune avec un portail vert. Elle tourne à droite. Elle continue de descendre. Ses jambes la brûlent. Enfin, elle l'aperçoit. Un puits en béton gris entouré d'un muret délabré. Une file d'une vingtaine de femmes et d'enfants. Tous avec des bidons et des seaux. Tandiu se place en fin de file, le souffle court. La femme devant elle a des visages. Vous êtes nouvelle ici. Tandiu hoche la tête, essoufflé. La femme fait claquer sa langue. TSK. Cette file est interminable. Ça va facilement prendre 40 minutes. Tandiu panique. 10 minutes. L'attente a dit 10 minutes. Mais l'attente est inévitable. Le soleil lui brûle la nuque. La sueur lui ruisselle dans le dos. Enfin, c'est son tour. Elle remplit le seau à ras-bord. Trop lourd. 15 litres. 15 kilos. Elle le soulève avec une difficulté extrême. Les bras tremblants. Elle le pose sur sa tête. Douleur immédiate et lancinante. Aucun tissu pour l'amortir. Le rebord en plastique dur appuie sur son cuir chevelu. Elle gravit la colline. Pas lent. Chaque mouvement est une torture. L'eau oscille dangereusement. Quelques gouttes se renversent inévitablement. Quand elle arrive à la maison, 28 minutes se sont écoulées. Tante Nyasha est sur le perron. Les bras croisés. Un visage dangereusement sévère. Tu as mis un temps fou. Tandiu repose le seau en tremblant. Pardonne-moi, tante. La file d'attente était interminable. Tante Nyasha descend lentement les marches. S'arrête devant Tandiu. Regarde le seau. Regarde Tandiu. Tu as renversé de l'eau. Tandiu regarde. Le seau n'est pas complètement plein. Il manque peut-être un demi-litre. Pardonnez-moi, tante. C'est ainsi. La tante l'interrompt sèchement. Je ne veux pas d'excuses pitoyables. Je veux une obéissance absolue. Tandiu baisse la tête. Sa tante prend le seau. Elle vide toute l'eau sur le sol en terre battue. Complètement gaspillée. Elle retourne le chercher. Et cette fois, elle n'en renverse absolument rien. Elle revient exactement 15 minutes plus tard. Tandiu regarde l'eau s'infiltrer dans la terre rouge. Gaspillée. Tous ses efforts. Réduits à néant. Pour rien. Une cruauté sans nom. Elle ramasse le seau vide. Retourne au puits. Se retrouve face à la file d'attente sous un soleil encore plus intense. Cette fois, elle remplit moins le seau. Pour ne pas en renverser. Mais quand tante Nyasha arrive, elle le jette à nouveau sans hésiter. Il n'est pas assez plein. Encore une fois. Allez-y. 3e tentative. Tandiu le remplit à ras-bord, jusqu'à ce qu'il déborde. Elle descend la colline avec une extrême prudence, presque douloureuse. Chaque pas est calculé. En équilibre. Elle remonte. Les genoux tremblants. Les bras douloureux à force de porter le seau sur la tête. La nuque en feu. Cette fois, elle réussit. Le seau est plein à craquer. Pas une goutte n'a été renversée. 15 minutes exactement. Tante Nyasha prend le seau. Elle hume l'eau avec méfiance. Elle le pose dans la cuisine. Elle grogne à peine, comme pour approuver. Maintenant, tu vas balayer toute la maison. Chaque recoin. Le balai est juste là, derrière la porte. Et c'est là que commence le véritable enfer. Les premières semaines sont un entraînement brutal et systématique. Tandiu se lève à 5 heures sans réveil. Son corps s'habitue. Elle va chercher de l'eau. Elle balaie toute la maison. Elle lave le sol à genoux. Elle prépare le petit déjeuner pour sa tante. Du porridge de maïs. Du pain s'il y a de l'argent. Un œuf au plat si sa tante est d'une rare bonne humeur. Tante Nyasha mange seule à table. Tandiu attend debout dans la cuisine. S'il reste des restes, elle les mange. Généralement, il n'en reste presque rien. Parfois, rien du tout. Après le petit déjeuner, tante Nyasha part. Elle travaille, mais Tandiu ne découvre jamais exactement ce qu'elle fait. Parfois, elle rentre tard le soir avec des sacs de courses de luxe. Des vêtements neufs. Des chaussures importées. De la nourriture raffinée. De la bière. Du whisky. D'autres fois, elle revient accompagnée d'hommes différents. Ils entrent dans la pièce avec elle. La porte se ferme. Verrouille. Des bruits étranges. Des gémissements. Des rires.
Tandiu apprend vite à faire semblant de ne rien entendre. En présence de visiteurs masculins, Tandiu doit se faire totalement invisible. S'asseoir dans un coin. Ne pas parler. Ne pas regarder. Ne plus exister. Exister le moins possible, dans la mesure du possible. Les hommes la remarquent rarement. Quand ils le font, c'est pour proférer des plaisanteries dégoûtantes. Tante, tu as adopté une servante. Tante Nyasha éclate de rire. C'est ma nièce. Je lui apprends à travailler correctement. Je lui forge le caractère. Les hommes rient aussi. Commencer tôt, c'est très bien. Il faut discipliner les jeunes. Tu me remercieras plus tard. Personne ne s'interroge sur la situation. Personne ne demande si Tandiu va bien. Si elle mange à sa faim. Si elle dort suffisamment. Si elle est bien traitée. Personne ne s'en soucie le moins du monde. Tandiu commence à comprendre la dure réalité. Ici, elle n'est pas une nièce. Elle est un objet. Un outil. Elle ne vaut rien. Un mois s'écoule. Tandiu n'a toujours pas de nouvelles de sa mère. Il n'y a pas de téléphone à la maison. Timidement, elle demande si elle peut rendre visite à sa famille. Tante Nyasha refuse sans même la regarder. Ta mère est trop occupée. Tu es bien mieux ici que là-bas. Tandiu demande si elle peut écrire une petite lettre. Tante refuse avec impatience. À quoi bon? Tu n'as rien d'important à dire de toute façon. Tandiu cesse de poser des questions. Le silence se fait. 2 mois passent. Le corps de Tandiu change visiblement. Elle maigrit. Ses côtes sont visibles, qu'on compte une à une. Ses yeux sont cernés. Ses mains sont calleuses, rugueuses comme du papier de verre. Mais paradoxalement, elles sont aussi plus fortes. Ses muscles se développent à force de porter des charges impossibles. 3 mois plus tard, tante Nyasha trouve un nouvel emploi à Tandiu, transporter du gravier pour un chantier. Un homme nommé Bwana Lingil supervise la construction d'une grande maison. Il a besoin de porteurs. Les enfants coûtent beaucoup moins cher que les adultes. Tante Nyasha conclut un accord. Tandiu travaillera 4 jours par semaine. Elle transportera des sacs de gravier du dépôt au chantier. 2,5 km de là. En descendant et en remontant des pentes abruptes. Chaque sac pèse entre 28 et 35 kilos, selon son contenu. Tandiu pèse 40 kilos. Bwana Lingil paie par sac livré intact. 60 francs congolais. L'équivalent de 3 centimes de dollars. Tante Nyasha garde tout l'argent. Tandiu ne voit pas un seul centime. Jamais. La première fois que Tandiu porte un sac de gravier, elle manque de s'évanouir à mi-chemin. Le poids l'écrase. Sa colonne vertébrale se courbe dangereusement. Son cou est tendu à l'extrême. Ses jambes tremblent. Sa vision se trouble. Bwana Lingil la regarde, impassible. Si tu laisses tomber le sac, tu n'y gagnes absolument rien. Du gravier éparpillé, c'est de la perte. Tandiu serre les dents jusqu'à les faire grincer. Elle se met en marche. Chaque pas est une pure agonie. Une douleur lancinante. Mais elle ne le laisse pas tomber. Elle ne le peut pas. Elle arrive au chantier. Elle remet le sac. Ses mains saignent. Elle retourne en chercher un autre. Ce premier jour, elle porte 5 sacs. Elle gagne 300 francs. Tante Nyasha reçoit le paiement complet à la fin de la journée. Elle ne donne rien à Tandiu. Pas un mot de reconnaissance. Pas même un merci. Juste un regard scrutateur. Demain, tu en porteras 7. Les semaines se sont transformées en mois dans un flou total. Les mois sont devenus une routine mécanique. Se lever à 5 heures du matin. Aller chercher de l'eau. Nettoyer la maison. Préparer le café. Transporter du gravier 4 fois par semaine. Cuisiner. Laver le linge à la main avec un savon qui brûle la peau. Ramasser du bois quand c'est nécessaire. Dormir sur le matelas déchiré derrière le canapé. Recommencer. Recommencer. Sans cesse. Le corps de Tandiu s'adapte, se brise et se reconstruit, plus fort. Elle développe des techniques de survie. Apprend à répartir son poids. Apprend à respirer de façon rythmée. Apprend à se déconnecter complètement de la douleur physique. Elle découvre qu'elle peut porter plus si elle ne pense pas. Se transformer en machine. En automate. Pas à pas. Sans rien ressentir. Juste bouger. Exister uniquement pour travailler. D'autres porteurs sont aussi des enfants. Surtout des garçons. Quelques filles. Personne ne parle beaucoup. Il n'y a pas d'énergie pour les échanges. Juste un travail acharné et silencieux. Mais Tandiu remarque quelque chose qui la blesse. Les autres porteurs, au moins, rentrent chez eux à la fin de la journée. Des foyers où il y a une mère,
un père, une grand-mère, quelqu'un. Quelqu'un qui leur demande comment s'est passée leur journée. S'ils vont bien. S'ils ont mangé. Tandiu n'a pas ça. Elle retourne chez tante Nyasha. Où il n'y a ni câlin, ni question, ni amour. Juste encore du travail. Et un silence pesant. Et une solitude absolue. 6e mois écoulé. Février 2018. Tandiu a maintenant 13 ans. Son anniversaire est passé complètement inaperçu. Personne ne s'en est souvenu. Pas même elle ne se souvient de la date exacte. Un jour, tante Nyasha rentre à la maison avec un homme différent des autres. Plus âgé. La cinquantaine. Un gros ventre pendant. Une chemise trempée de sueur, tachée sous les aisselles. Une forte odeur de bière et de cigarette. Il regarde Tandiu avec un intérêt qui lui donne envie de disparaître sous terre. C'est la nièce dont tu m'as parlé. Tante Nyasha hoche la tête nonchalamment. Oui. Travailleuse. Obéissante. Elle ne cause aucun problème. L'homme sourit. Un sourire répugnant et huileux. Ça se voit. Tante, tu as beaucoup de chance. Avoir une aide pareille, quasiment gratuite. Tante Nyasha éclate de rire. Ce n'est pas gratuit. Je la nourris. Je l'héberge. C'est un investissement à long terme. L'homme rit lui aussi, dévoilant des dents cariées. Bien sûr, bien sûr. Un investissement judicieux. Ils entrent dans la pièce. Tandiu se précipite à la cuisine. Elle prépare le dîner, du riz blanc avec des haricots rouges et des petits poissons salés. L'odeur du poisson frit embaume toute la maison. Le ventre de Tandiu gargouille bruyamment. Une fois le repas prêt, elle le dispose soigneusement sur la table. De belles assiettes. Des couverts. Des verres. Tante et l'homme quittent la pièce. Ils ajustent leurs vêtements. Ils s'assoient. Ils mangent. Ils discutent. Ils rient aux éclats à des blagues que Tandiu ne comprend pas. Ils boivent de la bière. Bouteille après bouteille. Après le repas, tante tend à Tandiu l'assiette où il ne reste presque rien. Elle mange. Tandiu prend l'assiette en tremblant. Il reste du riz dur et collé. Très peu de haricots. Une arête de poisson. Une tête de poisson. Elle mange absolument tout. Même l'arête. Elle la croque sous ses dents. Le moindre brin de calcium est le bienvenu. La moindre protéine. L'homme l'observe. Elle est comme un chien affamé. Elle mange même les os entiers. La jeune fille a faim. Tante Nyashari. Continue de manger, ma fille. Mais le ton est moqueur, pas maternel. Du pur mépris. L'homme se lève. Il titube jusqu'à la salle de bain. Tandiu profite de la situation et lave rapidement la vaisselle. Tante Nyasha allume une cigarette. Elle souffle délibérément la fumée en direction de Tandiu. Tu as beaucoup de chance, tu sais. Beaucoup de filles dans ta situation sont à la rue. Elles dorment dans les caniveaux. Elles n'ont absolument rien. Au moins ici, tu as à manger tous les jours. Tu as un travail honnête. Tandiu ne répond pas. Elle a appris depuis longtemps que répondre ne fait qu'empirer les choses. Tante Nyasha poursuit. Ta mère n'est pas en état de s'occuper correctement de toi. Elle m'a supplié à genoux de te prendre. Elle m'a supplié en pleurant. Tu crois qu'elle veut te récupérer? Qu'elle a besoin d'une bouche de plus à nourrir? Tandiu sent une douleur aiguë lui transpercer la poitrine. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. Ta mère t'aime. Mais un doute s'installe au fond d'elle. Et tante Nyasha le voit parfaitement. Elle sourit cruellement. Elle ne s'est pas renseignée sur toi, pas une seule fois. Pas une lettre. Pas un message à qui que ce soit. Rien. Tu as été oublié. Tandiu serre le torchon dans ses mains jusqu'à ce que ses ongles s'enfoncent dans ses paumes. Du sang. Tu mens. Les mots lui échappent avant qu'elle puisse les retenir. Un silence de mort s'abat sur la pièce. La cigarette de tante Nyasha est suspendue dans les airs. Elle tourne lentement la tête. Qu'est-ce que tu viens de me dire? Tandiu réalise son erreur. Son cœur s'emballe. Ses mains sont glacées. Je suis désolée, tante. Je ne voulais pas. Trop tard. Bien trop tard. Tante Nyasha se lève. Traverse la pièce en 3 enjambées. Une gifle violente s'abat sur Tandiu. De toutes ses forces. La tête de la jeune fille craque. Sa nuque craque. Ses oreilles bourdonnent. Elle a le goût du sang dans la bouche. On ne discute pas avec moi. Jamais. Tu m'as entendu? Une autre gifle. Plus forte. Encore une. Tandiu s'effondre au sol. Ses bras se protègent instinctivement la tête. Tante Nyasha lui donne des coups de pied dans les côtes. Une fois.
2 fois. 3 fois. 4 fois. Tandiu sent une côte craquer. Une douleur fulgurante. L'homme sort de la salle de bain. Il est témoin de la scène de violence. Il n'intervient pas. Il ne dit rien. Il se contente d'observer. Un air blasé. Comme quelqu'un qui regarde une mauvaise émission de télévision. Tante Nyasha s'arrête enfin. Haletant. En sueur. Il se lève. Désigne Tandiu, étendu sur le sol. Tu dormiras dehors ce soir. Dans la cour. Avec les chiens et les rats. Tandiu ne bouge pas. Elle en est incapable. L'homme retourne dans la pièce en riant. Tante Nyasha le suit. La porte se ferme. Verrouille. Une musique forte retentit. Tandiu attend un quart d'heure. Finalement, elle parvient à se lever. Ses côtes la font souffrir. Chaque respiration est une torture. Son visage palpite. Lèvres fendues. Yeux gonflés. Elle ramasse le mince matelas. Le traîne avec difficulté dans la cour. Ciel nocturne sans lune. Seulement des étoiles froides. Le froid arrive vite. En février, à l'altitude de Bukavu, les nuits sont glaciales. Tandiu s'enveloppe dans une fine capulana qui lui sert de couverture. Les chiens du voisin aboient sans cesse. Elle pleure pour la première fois depuis des mois. Elle pleure en silence. Des larmes chaudes coulent sur son visage glacé. Elle pense à ses sœurs. À Chipo et Mazani. Se souviennent-ils d'elle? Sa mère ne pose-t-elle jamais de questions? A-t-elle été complètement oubliée? Aurait-elle pu mourir sans que personne ne s'en aperçoive? Ces questions tourbillonnent dans ma tête jusqu'à ce que l'épuisement finisse par me gagner. Le lendemain matin, Tandiu est réveillé par les violents coups de pied de tante Nyasha sur le matelas. Lève-toi. Au travail. Tandiu se lève péniblement. Elle a mal partout. Elle entre dans la maison. Tante est déjà parfaitement habillée. Maquillée. Vêtements neufs et chers. Parfum capiteux. Comme si de rien n'était. Aujourd'hui, tu vas porter 10 sacs. Bwana Lingil t'attend. Elle est pressée. Tandiu se lave le visage. Eau froide. Elle se regarde dans le miroir fêlé accroché au mur. Lèvres gonflées. Une énorme marque violette sur le visage. Œil gauche mi-clos. Elle y va quand même. Elle n'a pas le choix. Elle arrive sur le chantier. Les autres porteurs la regardent. Personne ne dit rien. Tout le monde a des marques. Tout le monde est au courant. Bwana Lingil désigne les sacs empilés. Commence. Je suis pressé. Tandiu prend le premier. Aujourd'hui, le poids lui paraît bien plus lourd. Ou peut-être est-elle plus faible. Une douleur lancinante aux côtes à chaque mouvement. Elle marche. 2 kilomètres et demi. Elle livre. Elle revient. Elle en prend un autre. Elle marche. Elle livre. Elle revient. Au 4e sac, elle vomit. Elle s'arrête sur le bord du chemin. L'estomac vide, elle vomit une bile jaune amère. Elle s'essuie la bouche. Elle continue. Elle ne peut pas s'arrêter. Au 7e sac, elle trébuche sur une pierre. Elle manque de tomber. Mais elle s'accroche désespérément. Le gravier ne doit pas se briser. Parce que s'il se brise, elle ne sera pas payée. Et si elle n'est pas payée, tante Nyasha frappera à nouveau. Pire. Bien pire. 10e sac. Le dernier. Tandiu a du mal à marcher. La vue trouble. Les jambes flageolantes. Mais elle le tend. Bwana Lingil compte les pièces. 600 francs. Il les lui rend. Elle les met dans sa poche. Elle sait qu'elle devra tout donner à sa tante. Mais pendant quelques précieuses minutes, cet argent lui appartient, techniquement. Une sensation étrange. Un pouvoir éphémère. Même illusoire. Même faux. Elle rentre lentement chez elle. En chemin, elle passe devant une école primaire. Des enfants en uniforme jouent pendant la récréation. Ils rient. Ils courent. Ils chantent des chansons idiotes. Tandiu s'arrête. Elle regarde à travers le portail. Elle devrait être là. Elle devrait être en 6e. Apprendre les maths. La géographie. Le swahili. Le français. Mais elle n'y est pas. Elle porte du gravier. Les mains calleuses et ensanglantées. Des vêtements déchirés et sales. Un corps meurtri et brisé. Une institutrice remarque Tandiu. Elle sort du portail. Ça va, ma petite. Tandiu hoche la tête machinalement. L'institutrice fronce les sourcils, inquiète. Tu étudies dans cette école. Tandiu secoue la tête. Elle a raison. Quel âge as-tu? 13 ans. L'institutrice émet un son désapprobateur.
Tu devrais être à l'école, pas travailler comme ça. Où sont tes parents? Mon père est mort. Ma mère est à Goma. Je vis ici chez ma tante. Et votre tante vous autorise à travailler ainsi. Tandiu ne répond pas. Elle baisse la tête. L'institutrice comprend immédiatement. Elle soupire profondément. Si vous souhaitez étudier, venez me voir. Je m'appelle Madame Esch. Je peux essayer de vous aider. Tandiu la remercie silencieusement. Mais elle sait qu'elle ne pourra jamais accepter. Tante Nyasha ne le permettrait jamais. Et même si, par miracle, elle le permettait, elle n'aurait pas le temps. Entre le transport de gravier et les interminables tâches ménagères, il ne lui reste absolument rien. L'institutrice rentre dans l'école. Zawadi continue de marcher. Mais la scène reste gravée dans sa mémoire. Des enfants en uniforme. Un avenir possible. Un avenir qu'elle n'a pas. Un avenir qui lui a été volé. Si vous nous suivez depuis le début et que vous vous demandez comment un enfant peut endurer une telle chose, laissez-moi vous révéler quelque chose d'encore plus choquant. Car ce que vous avez vu jusqu'ici n'est que le début. Le véritable enfer de Tandiu n'a pas encore commencé. Et quand il commencera, vous comprendrez pourquoi il est essentiel de raconter des histoires comme celle-ci. Si vous pensez, comme nous, qu'il est nécessaire de révéler ces réalités, laissez un commentaire ci-dessous. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous dès maintenant. Notre objectif est d'atteindre 500 abonnés pour poursuivre ce travail. Chaque abonnement compte. Mois 8. Avril 2018. Tandiu transporte du gravier quand l'incident se produit. L'incident qui va tout changer. Elle gravit une côte abrupte, un sac très lourd sur la tête. La sueur ruisselle et lui brûle les yeux. Soudain, un homme à moto déboule à toute vitesse. Complètement hors de contrôle. Frein lâché. Il klaxonne désespérément. Il crie « Pousse-toi ». Tandiu tente de se dégager rapidement. Mais avec le poids absurde sur sa tête, elle n'est pas assez rapide. La moto la percute de côté. Le choc n'est pas violent, mais suffisant pour la déséquilibrer complètement. Tandiu tombe. Le sac tombe avec elle. Le gravier se répand sur la route. Des morceaux se brisent. La poussière se soulève. Le motard tombe lui aussi. Mais il se relève vite et inspecte sa moto. Une petite bosse sur le réservoir. Il regarde Tandiu étendu au sol. Ça va. Tandiu tente de se relever. Une douleur aiguë et fulgurante lui transperce la cheville droite. Elle retombe. Sa cheville est tordue. Puis m'arrêter. Tandiu regarde les graviers éparpillés. La panique monte en elle. Les graviers. Il faut que je ramasse tous ces graviers. Le motard la regarde. Ils sont tous cassés et éparpillés. Ça ne vaut rien comme ça. Non, vous ne comprenez pas. Si je ne vous les donne pas, ils vont. Elle s'arrête. Ils vont faire quoi, ma fille? Tandiu ne répond pas. Elle se met simplement à ramasser les morceaux brisés de ses mains désespérées, les remettant dans le sac déchiré. Une tâche totalement inutile. Des graviers cassés n'ont aucune valeur. Mais elle essaie quand même, les larmes ruisselant sur son visage. Le motard la regarde. Il comprend enfin. Votre famille vous punira pour ça. Tandiu continue de ramasser, les larmes coulant plus fort, se mêlant à la sueur et à la poussière. Le motard soupire. Il sort son portefeuille, compte les billets et les tend à Tandiu. 700 francs. Ça vaut plus que tout le gravier. Tiens. Rembourse le gravier perdu. Et prends soin de ta cheville. Tandiu regarde l'argent. L'homme. L'argent. Je ne peux pas accepter ça. Si j'arrive avec de l'argent liquide, ils vont croire que je l'ai volé. Ils diront que j'ai inventé une histoire. Le motard fronce les sourcils, perplexe. Qui va penser ça? Ma tante. Elle ne croira rien. Elle dira que j'ai inventé une excuse. Elle me frappera. Le motard comprend. La situation réelle. La peur authentique dans les yeux de la jeune fille. Il range lentement l'argent. Monte sur sa moto. Avant de démarrer en trombe, il dit « Tu dois partir d'ici, ma petite. Où que tu sois. Ce n'est pas un endroit pour toi. Ce n'est pas la vie. » Et il s'éloigne, laissant derrière lui une traînée de fumée. Tandiu est seul. Des graviers jonchent le sol. Sa cheville a triplé de volume. Le soleil commence à se coucher. Elle sait qu'elle doit rentrer. Mais elle ne peut pas marcher. Elle ne peut pas s'appuyer sur son pied. Elle se traîne jusqu'à un arbre voisin. Elle s'assoit, appuyée contre le tronc rugueux. Elle attend. Peut-être que quelqu'un passera. Peut-être que quelqu'un l'aidera. 1 heure passe lentement. 2. Le ciel devient orange, puis violet, puis noir. Finalement,
Un jeune porteur passe. Lui aussi rentre du travail. Il voit Tandiu. Que s'est-il passé? Explique-t-elle d'une voix faible. Le garçon regarde sa cheville enflée. Elle est très enflée. Violette. Il vous faut de la glace. L'hôpital. Tandiu secoue la tête. Je veux juste rentrer chez moi. Le garçon hésite. Il regarde autour de lui. Finalement, il l'aide à se relever. Il passe son bras autour de ses épaules. Où habitez-vous? Tandiu lui donne son adresse. Il marche lentement, péniblement. Tandiu boite. Chaque pas est une véritable torture. Il leur faut 1 heure pour parcourir une distance qui normalement se parcourt en 12 minutes. À leur arrivée, tante Nyasha est sur le perron, les bras croisés, le visage crispé par une violente tempête. Le garçon aide Tandiu à monter les marches. Elle est tombée, tante. La moto l'a percutée violemment. Le gravier s'est brisé partout. Ce n'était pas de sa faute. Je l'ai vu. Tante Nyasha ne le regarde même pas. Tu peux partir maintenant. Le garçon regarde Tandiu, puis sa tante. Il hésite. Vas-y doucement. Remets-toi vite. Il part, jetant un dernier regard inquiet. Tante Nyasha entre dans la maison. Tandiu la suit en boitant et en s'appuyant au mur. La tante se retourne brusquement. Où est l'argent pour le travail? Tandiu explique rapidement. La moto. L'accident. Le gravier. Je n'ai pas pu le livrer. Tante Nyasha écoute en silence. Son expression est totalement indéchiffrable. Quand Tandiu a fini, la tante demande froidement. Et le gravier, alors? Je l'ai laissé sur la route. Il était tout cassé, impossible à transporter. Je n'arrivais pas à le porter. Alors tu es revenu sans gravier et sans argent. Tandiu baisse la tête. Je suis désolée, tante. Je t'en prie. Tante Nyasha prend une profonde inspiration. Elle quitte la pièce avec une ceinture de cuir. Large. Épaisse. Une lourde boucle en métal. Tandiu la voit et recule en titubant. Non, je vous en prie, pas ça. Je vous jure. Tante Nyasha s'avance. Tu crois qu'une excuse suffit à payer la nourriture? L'électricité? Le loyer? Ma patience? Le premier coup de fouet frappe le dos de Tandiu. Elle hurle. Deuxième. Troisième. Quatrième. Tandiu s'effondre. Elle tente de se protéger avec ses bras. Mais sa tante continue. Frapper. Frapper. Frapper sans s'arrêter. Dos. Bras. Jambes. Finalement, elle s'arrête. Haletante. Demain, tu feras le double. Tu paieras pour ce que tu as perdu aujourd'hui. Tu paieras pour tout. Va dans la cour. Tandiu traîne son corps. Sa cheville la fait souffrir. Son dos la brûle. Du sang tache sa chemise. Des marques béantes. Elle s'allonge sur le matelas dans la cour. Le ciel est constellé d'étoiles indifférentes. Un froid mordant. Elle tremble. De la douleur. Du froid. Du désespoir le plus total. Et pour la première fois, elle réfléchit sérieusement. Il faut que je m'enfuie d'ici. Il faut que je parte. Mais où aller? Je n'ai pas d'argent. Je ne connais personne en ville. Retourner à Goma. Mais ma mère le voudra-t-elle vraiment? Y aura-t-il de la place? La croira-t-elle? Ou pensera-t-elle que Tandiu exagère? Difficile. Ingrate. Ses doutes la paralysent complètement. Alors elle reste. Parce que quand on est enfant et qu'on n'a pas vraiment le choix, on endure. Jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus. Le lendemain, Tandiu pouvait à peine marcher. Sa cheville était violette et 4 fois plus grosse que la normale. Son dos était couvert de zébrures. Certaines étaient ouvertes et saignaient. D'autres commençaient déjà à s'infecter. Tante Nyasha ne lui offrit ni médicaments, ni pansements, ni eau. Juste un ordre froid, lève-toi. Travaille. Rembourse ta dette. Tandiu essaya. Elle se traîna jusqu'au puits. Elle alla chercher de l'eau. Cela lui prit 2 heures. Normalement, cela lui prenait 15 minutes. À son retour, tante Nyasha jeta l'eau. C'était trop long. Elle s'est salie de poussière. Va en chercher encore. Tandiu avait envie de crier. Elle avait envie de pleurer. Elle avait envie de mourir. Mais elle alla en chercher encore. Un deuxième seau. J'ai accepté. Puis vint la tâche de transporter du gravier. Tandiu alla voir Bwana Lingil en boitant. Il la regarda. Sa cheville. Les marques sur son visage et ses bras. Tu n'es pas en état de porter quoi que ce soit, supplia Tandiu. S'il vous plaît, Bwana. J'ai besoin de travailler. Sinon. Elle n'aurait pas fini.
Il comprenait parfaitement. Il soupira. Bon. Mais seulement 3 sacs aujourd'hui. Je ne peux pas prendre le risque que tu tombes et que tu casses encore plus de gravier. Préjugé. Tandiu accepte. 3 sacs. Chaque sac est une longue torture. Sa cheville cède à chaque pas. Elle se mord la langue jusqu'au sang pour ne pas crier. Un goût de sang persistant dans sa bouche. Au 2e sac, elle s'évanouit. Elle se réveille 3 minutes plus tard. Une vendeuse de fruits lui jette de l'eau au visage. Arrête tout de suite, ma petite. Tu vas mourir. Tandiu secoue la tête avec obstination. Elle se relève. Ramasse le sac. Continue. Livre les 3 sacs. Reçoit le paiement. 180 francs. Moins de la moitié de la somme habituelle. Elle rentre chez elle en traînant les pieds. Remet les sacs à tante Nyasha. Sa tante compte lentement. Regarde Tandiu. C'est tout. Je ne pouvais porter que 3 tantes. À cause de ma cheville cassée. Atroce à chaque mouvement. Elle ramasse les pièces une à une. Tante Nyasha écrase une pièce du pied. Tandiu doit tirer sa tante par le pied pour la ramasser. Demain, il y aura 15 sacs. Je me fiche de savoir si tu dois ramper. 15 sacs pleins. Tandiu a envie de protester. Mais elle sait que c'est inutile. Elle hoche simplement la tête. Oui, tellement. Les semaines qui suivent sont les pires que Tandiu ait vécues jusqu'à présent. Sa cheville ne guérit pas car elle n'arrête pas de l'utiliser. Elle reste constamment enflée. Elle boite visiblement. Les marques sur son dos s'infectent gravement. Du pus jaunâtre. Fièvre intermittente. Frisson. Mais il n'y a pas de médecin. Pas de médicaments. Pas de pitié. Seulement un travail sans fin. Porteur des charges. Nettoyer. Cuisiner. Laver. Recommencer. Recommencer. Recommencer jusqu'à l'épuisement. Son corps se brise lentement. Mais son esprit cède le premier. Tandiu commence à avoir des pensées. Des pensées très sombres. L'idée de se jeter du haut de la plus haute colline. Ce serait rapide. Indolore comparé à ça. L'idée de boire du poison pour rats qui se trouvent sous l'évier. L'idée de simplement s'allonger et de ne plus jamais se relever. De laisser son corps lâcher prise. Mais chaque fois que ces pensées surgissent, l'image de ses sœurs apparaît. Chippo. Mazani. Vont-elles bien? Leur mère arrive-t-elle à les nourrir? Lui manque-t-elle? Se souviennent-elles encore de son visage? Cette image les maintient en vie. Pour l'instant. Juste pour l'instant. Décembre 2018. Période des fêtes. Noël approche à grands pas. À Bukavu, la ville se pare de décorations improvisées. Guirlandes scintillantes. Musique lingala entraînante. Offices spéciaux chaque soir dans les églises. Familles faisant leurs emplettes au marché. Préparation de repas de fête raffinés. Tandiu observe tout cela de loin, tel une fantôme. Pour elle, point de fête. Juste du travail en plus. La veille de Noël, tante Nyasha s'en va, élégamment vêtue. Robe dorée moulante. Talons au rouge. Maquillage chargé et sophistiqué. Elle se rend à une grande fête. Elle ne sera de retour que demain après-midi. Il y a à manger dans le réfrigérateur. Tu peux en prendre un peu. Mais n'en abuse pas. Ne sois pas gourmande. Elle part, laissant derrière elle un sillage de parfums français coûteux. Tandiu se retrouve seule. Pour la première fois depuis des mois. Le silence règne dans la maison. Aucun ordre. Aucun cri. Aucune menace. Aucune violence. Elle s'approche du réfrigérateur. L'ouvre lentement. À l'intérieur, un poulet rôti doré. Du riz blanc. De la salade de choux. Une tomate. Bière. Soda. De quoi nourrir 5 personnes. Tante a dit qu'elle pouvait manger. Tandiu prend une assiette. Elle y dépose une petite portion de riz. Un minuscule morceau de poulet. 2 feuilles de chou. Elle s'assoit à table. Une vraie table. Pas par terre. Elle mange lentement. Savourant chaque grain. Elle pleure en silence. Car cela devrait être tout à fait normal. Une jeune fille de 13 ans qui mange un vrai repas la veille de Noël. Mais pour elle, c'est un luxe rare, inaccessible. Un immense privilège. Après avoir mangé, elle lave son assiette. Elle regarde autour d'elle. La maison est vide. La nuit est silencieuse. Elle pourrait s'enfuir maintenant. Prendre de quoi manger. De l'argent, si elle en trouvait. Partir. Essayer de rejoindre Goma. Mais c'est à plus de 100 kilomètres. Des routes dangereuses. Des milices. Des bandits armés. Des animaux sauvages.
Et elle n'a pas d'argent pour le transport. Elle ne connaît pas le chemin. Et sa cheville la fait encore terriblement souffrir. Elle n'irait même pas à 20 kilomètres. Elle serait arrêtée. Ou pire. Bien pire. Alors elle reste. Elle va s'allonger sur le matelas derrière le canapé. Elle entend des feux d'artifice au loin. Des gens qui font la fête. Qui rient. Qui aiment. Qui vivent une vie normale. Elle ferme les yeux. Et s'endort. Elle rêve de sa famille. Son père encore vivant, souriant. Sa mère souriante. Ses sœurs qui jouent. Tous ensemble. Heureux. Au complet. Quand elle se réveille le jour de Noël, la réalité la rattrape. Lourd. Écrasant. Implacable. Inéluctable. Janvier 2019. Nouvel an. Tandiu a maintenant 14 ans. Son anniversaire est passé inaperçu, une fois de plus. Elle est différente. Très différente. Plus mince. Plus dure. Ses yeux, jadis si vifs, sont désormais ternes et sans vie. Son sourire, autrefois si spontané, a complètement disparu. Elle parle peu. Obéit machinalement. Elle est devenue exactement ce que tante Nyasha désirait. Une machine. Un outil. Un objet. Un jour, tante Nyasha reçoit la visite d'une femme corpulente. Le visage constamment ruisselant de sueur. Des vêtements chers, mais mal ajustés. Elle s'appelle Mama Subira. Elle vient avec une proposition. Tante, j'ai entendu dire que vous avez une nièce qui travaille très bien. Je cherche une jeune fille pour m'aider à la maison. Je peux bien la payer. Tante Nyasha allume une cigarette. Combien exactement? Mama Subira fait un calcul mental. 3000 francs par semaine. Elle dort et mange sur place. Vous gardez tout l'argent. Tante Nyasha songe à fumer. Zawadi est dans la cuisine, mais elle entend tout parfaitement. Son cœur bat la chamade. Aller dans une autre maison. Peut-être que ce sera mieux. Peut-être que ce sera pire. Mais tout changement lui semble une promesse. Tante Nyasha finit par répondre. 4000. Et vous me garantissez qu'elle sera en sécurité et qu'elle travaillera. Mama Subira éclate de rire. Bien sûr. Je suis une chrétienne. Je vais à l'église tous les dimanches sans faute. Je ne ferai pas de mal à cette fille. Je veux juste du travail. Tante Nyasha grogne. D'accord. Elle peut commencer lundi prochain. Mama Subira se lève. Marché conclu. Je viendrai la chercher lundi matin. Les deux femmes se serrent la main. Affaire conclue. Tandiu est vendu. Encore une fois. Comme une marchandise. Comme un objet. Comme rien. Maman Subira s'en va. Tante Nyasha appelle Tandiu. La jeune fille apparaît. Tu as tout entendu. Tandiu hoche la tête. La tante lui pointe une cigarette. Comportement exemplaire. Aucune plainte. Aucun drame. Si j'apprends que tu as dit du mal de moi, je te retrouverai. Et tu le regretteras. C'est bien compris. Tandiu déglutit difficilement. J'ai compris, tante. Bien. Maintenant, retourne au travail. Tandiu retourne à la cuisine. Ses pensées s'emballent. Nouvelle maison. Nouvelles règles. Sans doute de nouveaux abus. Mais une petite voix en elle, encore pleine d'espoir, pense, peut-être. Juste peut-être. Ce sera différent. Peut-être que cette femme sera meilleure. Lundi arrive. Mama Subira apparaît dans une vieille camionnette Toyota. Une jeune conductrice mince est au volant. Elle klaxonne. Tante Nyasha pousse Tandiu hors du véhicule. Avec son vieux sac à dos. Le même que toujours. Deux changes. Une brosse à dents. Un peigne cassé. Une photo de ses sœurs, maintenant très jaunies et pliées. Mama Subira ouvre la portière arrière. La fillette monte. Tandiu monte aussi. La camionnette démarre. Tandiu regarde par la fenêtre sale. Tante Nyasha est déjà rentrée dans la maison. Pas d'au revoir. Pas un signe de la main. Rien. Comme si Tandiu n'avait jamais existé. La camionnette traverse Bukavu. Grimpe des collines. En descend d'autres. Finalement, elle s'arrête dans un quartier relativement plus huppé. Des maisons plus grandes. Des murs criblés d'éclats de verre. Des grilles en fer. Mama Subira descend. Tandiu la suit. L'extérieur, on dirait une riche demeure. Tandiu ressent comme une lueur d'espoir naissant. L'intérieur confirme la description. Chambre spacieuse. Canapé en cuir véritable. Grande télévision moderne. Images religieuses au mur. Jésus. Marie. Versets bibliques sous cadre doré.
Mama Subira désigne l'escalier. Ta chambre est à l'étage. La dernière à gauche. Tu peux y laisser tes affaires. Ensuite, descends et je t'expliquerai ce que tu dois faire. Tandiu monte. Long couloir. Porte fermée. La dernière à gauche. Elle l'ouvre. Chambre minuscule. Plutôt un petit débarras. Lit étroit. Matelas fin, mais au moins les draps sont propres. Petite fenêtre donnant sur un mur. Étagère murale. Rien d'autre. Mais comparé au matelas derrière le canapé, c'est un palais 5 étoiles. Tandiu glisse son sac à dos sous le lit. Elle redescend. Mama Subira est dans la cuisine. Belle cuisine moderne. Plaque de cuisson à gaz 4 feux. Grand réfrigérateur. Évier en inox. Placard en bois. Tandiu n'avait jamais vu une cuisine pareille. Maman Subira commence son explication. Tu te lèves à 5 heures. Tu prépares le petit déjeuner, du pain, des œufs et du thé. À 6 heures, tu nettoies le salon et le couloir. À 7 heures, tu fais la lessive, à la main. La machine à laver est en panne. À 9 heures, tu prépares le déjeuner. Je reviens déjeuner à midi. Ensuite, tu fais la vaisselle et tu repasses. L'après-midi, tu peux te reposer un peu si tu as bien travaillé. À 5 heures, tu prépares le dîner. À 8 heures, tu es libre. Tandiu écoute attentivement. Cela semble beaucoup de travail. Beaucoup, en effet. Mais pas pire que de porter du gravier. Et maman Subira ne semble pas agressive. Du moins, pas encore. Tu as des questions. Tandiu hésite. Est-ce que je peux aller à l'église dimanche? Maman Subira sourit largement. Bien sûr, ma fille. Ici, nous sommes la famille de Dieu. Tous les dimanches, nous allons ensemble louer Dieu. Tandiu ressent quelque chose d'étrange. Une douce chaleur dans sa poitrine. Elle avait presque oublié le nom. L'espoir. Un petit espoir. Les premières semaines chez Mama Subira sont déroutantes. Le travail est dur, surtout les tâches ménagères. Mais il n'y a pas de violence physique, pas de cris incessants. Mama Subira est ferme, exigeante, perfectionniste, mais pas ouvertement cruelle. Quand Tandiu fait une erreur, elle la corrige avec des mots durs, pas avec des gifles. Tandiu mange avec la famille. Pas de reste par terre, que des vrais repas sur la table, du riz, des haricots, de la viande quand il y en a, des légumes, et parfois des fruits. Son corps commence lentement à se rétablir. Ses côtes sont encore visibles, mais moins. Son visage est moins creusé et ses yeux retrouvent un peu d'éclat. Le dimanche, ils vont à l'église, une grande église pentecôtiste. Un bâtiment en briques avec un toit en zinc peint, des bancs en bois verni, un autel décoré, un pasteur énergique qui prêche, une chorale qui chante en swahili, une musique qui fait vibrer tout le corps. Tandiu s'assoit au fond avec les autres domestiques et chante avec eux. D'abord une voix basse. Puis plus forte. Les mots parlent de libération. De Dieu qui voit la souffrance. De Dieu qui sauve les opprimés. Tandiu veut désespérément y croire. Elle essaie d'y croire de toutes ses forces. Mais c'est difficile. Où était Dieu quand son père est mort brûlé vif? Où était Dieu quand tante Nyasha la battait? Où était Dieu dans les sacs de gravier? Ces questions tourbillonnent dans sa tête, mais elle ne parle pas. Elle chante seulement. Et pendant quelques heures, elle se sent presque humaine à nouveau. 3e mois chez Mama Subira. Avril 2019. Tandiu lave le linge dans la bassine extérieure. Les mains dans l'eau froide. Elle frotte une chemise sur la pierre. Soudain, elle entend des voix venant du salon. Mama Subira parle à quelqu'un. Un homme. Tandiu ne reconnaît pas la voix grave. La curiosité l'emporte. Elle s'approche de la fenêtre. Elle regarde discrètement. Un homme corpulent est assis sur le canapé. Costume noir. Chaussures cirées. Porte-documents en cuir. Montre en or. Il a l'air important. Riche. Mama Subira sert nerveusement le thé. Les deux discutent à voix basse. Tandiu essaie d'écouter. Elle parvient à saisir des bribes de conversation. Les affaires sont au ralenti, Mama. Très au ralenti. J'ai besoin de garanties solides. Mama Subira répond quelque chose d'inaudible. L'homme poursuit. Si je vous prête cet argent, vous devez me rembourser dans 3 mois. Sinon, je devrais prendre quelque chose en compensation. Un bien immobilier. Mama Subira semble très nerveuse. Vous récupérez votre argent. Je vous le garantis. J'ai juste besoin d'1 mois de plus. 2 tout au plus. L'homme rit. D'un rire sec. Sans la moindre once d'humour. 1 mois. 2 mois. 3 mois. Toujours la même histoire. Toujours des excuses.
Il se lève. Jette un coup d'œil autour de lui. Évalue la situation. Son regard s'arrête vers la fenêtre. Tandiu recule brusquement. Le cœur battant la chamade. L'homme murmure quelque chose. Inaudible. Puis il s'en va. Mama Subira ferme la porte. Reste immobile. Les mains sur la tête. Elle prend une profonde inspiration. Tandiu retourne à la baignoire. Reprend sa toilette. Mais son esprit est agité. Mama Subira a des dettes. De grosses dettes, apparemment. Et quand les pauvres sont criblés de dettes, il arrive toujours de terribles malheurs. C'est inévitable. Les semaines passent dans une atmosphère tendue. Maman Subira devient de plus en plus tendue. Moins patiente. Elle se met à crier davantage sur Tandiu. Des broutilles l'irritent. Du riz pas assez cuit. Des vêtements pas tout à fait secs. Une petite tache sur le sol. Tandiu essaie d'être parfaite. Mais la perfection est impossible. Un jour, Tandiu casse un verre. Accidentellement. Il lui glisse des mains savonneuses. Il tombe sur le carrelage. Il explose en 1000 morceaux. Maman Subira entend le bruit. Elle accourt. Elle regarde les morceaux de verre. Tandiu. Le visage rouge. Tu sais combien ça coûte. Tandiu secoue la tête. Pardon, maman. Je ne l'ai pas fait exprès. Les excuses ne paient pas un verre. Maman Subira prend une grande inspiration. Essayant de maîtriser sa colère. Je te le déduirai de ton salaire. Tandiu cligne des yeux, confuse. Mais maman. Je ne suis pas payée. Tu paies tante Nyasha. Maman Subira s'arrête. Elle comprend. C'est vrai. Alors je le déduirai de ta nourriture. Tu ne dîneras pas ce soir. Tu ne dîneras pas demain non plus. Tandiu ouvre la bouche pour protester. Elle la referme. C'est inutile. Elle ramasse les morceaux. Les jette à la poubelle. Ce soir-là, pendant que la famille dîne, Tandiu reste dans la minuscule chambre. Son ventre gargouille bruyamment. L'odeur de la nourriture monte par l'escalier. Un véritable supplice. Elle s'allonge. Essaie de dormir. Mais la faim la tient éveillée. Alors elle prie. Pour la première fois depuis des mois, elle prie vraiment. Dieu, si tu existes. Si tu te soucies vraiment de moi. Aide-moi. Sors-moi d'ici. Ramène-moi auprès de ma famille. Je t'en prie, Dieu. Je t'en prie. Silence. Dieu ne répond pas. Il ne répond jamais à ses prières. Juin 2019. Le gros homme revient. Cette fois accompagné de 2 autres hommes. Plus jeunes. Musclés. Un regard menaçant. Ils entrent sans frapper. Sans demander la permission. Mama Subira est dans la cuisine. Tandiu est dans le salon, en train de balayer. Les 3 hommes s'arrêtent. Le gros homme désigne du doigt. Où est Mama Subira? Tandiu est paralysé. Dans la cuisine. Le gros homme s'y rend. Les 2 autres restent dans le salon. Ils observent les lieux. Ils évaluent la situation. L'un d'eux prend une figurine en porcelaine. Il la retourne. Combien vaut-elle? L'autre rit. Une 50aine de dollars, peut-être. Il la repose. Tandiu entend des voix fortes venant de la cuisine. Le délai est dépassé, maman. Il est dépassé depuis longtemps. Où est mon argent? Mama Subira pleure. Je vous en supplie, une semaine de plus. Juste une semaine. Je me débrouillerai. L'homme rit. Vous me devez 6 mois. 6 mois de promesses. C'est fini. Soit vous payez maintenant. Ou je prends quelque chose d'équivalent. Silence. Que allez-vous prendre? J'ai plusieurs options. Je peux prendre cette télévision. Ce canapé. Ou. Longue pause. Ou quoi? Ou cette fille dans le salon. Tandiu sent son sang se glacer. Son cœur s'arrête. Ce n'est pas possible. Ce que vous avez dit. La fille. Elle doit valoir quelque chose. Quel âge a-t-elle? 14, 15 ans. Le marché paie bien pour ça. Mama Subira pleure plus fort. Non. Vous ne pouvez pas la prendre. C'est la nièce d'une connaissance. Je ne peux pas. L'homme rit cruellement. Alors payez-moi. Maintenant. Mama Subira ne répond pas. Un silence pesant. L'homme retourne dans le salon. Il regarde Tandiu. Viens ici, petite. Tandiu ne bouge pas. Pétrifié. J'ai dit viens ici. Un des autres hommes la tire par le bras. Elle crie. Mama Subira apparaît en pleurant. S'il vous plaît. Je trouverai l'argent. 2 semaines. Le gros homme l'ignore. On la prend.
Si vous trouvez l'argent dans 2 semaines, vous pourrez la sauver. Sinon, pause. Elle travaillera pour moi. Il traîne Tandiu dehors. Elle hurle. Se débat. Se débat. Maman Subira est à la porte, en larmes. Mais elle ne fait rien. Elle ne les arrête pas. Elle pleure, tout simplement. Il jette Tandiu dans la camionnette. La porte se ferme. Elle se verrouille. L'obscurité. La camionnette démarre. Tandiu est plongé dans le noir complet. Seul. Terrifié. Et maintenant, vous êtes sur le point de découvrir quelque chose d'inimaginable. La véritable horreur de l'histoire de Tandiu est sur le point de commencer. Et je vous le garantis, c'est pire que tout ce que vous pouvez imaginer. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment. Ces histoires doivent être racontées. Nous approchons de notre objectif de 500 abonnés, et chacun d'entre eux compte. La camionnette roule pendant des heures. Tandiu est affalée sur la banquette arrière. Elle pleure, tremble, et tente de comprendre ce qui se passe. Enfin, elle s'arrête. La porte s'ouvre. Une lumière vive inonde la pièce. Un homme corpulent la tire hors du véhicule. Il se trouve devant une grande maison. 2 étages. 2 hauts murs surmontés de barbelés. Un portail en fer. Entrée. Tandiu est poussé à l'intérieur. Intérieur sombre. Long couloir. Des portes de chaque côté. Des bruits proviennent des pièces. Des voix de femmes. Des pleurs. Des gémissements. Tandiu comprend. Elle comprend parfaitement ce qu'est cet endroit. Panique absolue. Une vieille femme apparaît. Cheveux gris. Visage dur. Elle dévisage Tandiu de haut en bas. Celle-ci est nouvelle. Quel âge a-t-elle? 14 ans. La femme secoue la tête. Jeune. Elle se vendra bien. Emmenez-la dans la chambre 3. Préparez-la. Tandiu est traîné à l'intérieur. Petite pièce. Un lit. Une table. Un miroir. Rien d'autre. La porte se ferme. Verrouille. Tandiu est seule. Elle court vers la porte. Tire. Verrouillé. Fenêtre. Barreau. Elle est piégée. Complètement piégée. Elle s'effondre au sol. Elle pleure désespérément. Elle hurle. Personne ne vient. Les heures passent. La porte s'ouvre. La vieille femme entre. Habillée. Robe rouge courte. Maquillée. Talons hauts. Messa. Tandiu secoue la tête. Non. Jamais. La femme la gifle. Mets-le. Maintenant. Tandiu pleure mais obéit. Les mains tremblantes. Elle enfile la robe. La femme lui applique un maquillage épais. Rouge à lèvres rouges. Fard à paupières. Tandiu se regarde dans le miroir. Elle ne se reconnaît pas. Elle a l'air d'une autre personne. On dirait une poupée. La femme sort. Elle referme la porte à clé. Tandiu attend. Tremblante. La porte s'ouvre de nouveau. Un homme entre. Plus âgé. Un gros ventre. Une odeur d'alcool. Il sourit. Bonjour, belle. Tandiu recule. S'il vous plaît. Non. L'homme s'avance. Et là, l'histoire devient impossible à continuer. Parce que ce qui s'est passé cette nuit-là, dans cette pièce, ne peut être décrit. Ne doit pas être décrit en détail. Mais vous devez savoir que c'est arrivé. Ça arrive. Ça se produit en ce moment même. Quelque part près de chez vous. Un enfant est en train d'être détruit. Et le monde continue de tourner. Indifférent. Tandiu passe 3 semaines dans cette maison. 3 semaines d'enfer indescriptibles. Des hommes différents. Chaque nuit. Parfois même en journée. Au début, elle tente de résister. Elle se débat. Elle crie. Elle pleure. Mais elle est battue. Menacée. Droguée lorsqu'elle résiste trop. Alors elle cesse de se battre. Elle apprend à se déconnecter. Son esprit quitte son corps. S'évade au loin. Se souvient de ses sœurs. De son père. De sa vie d'avant. Tandis que son corps souffre, son esprit est ailleurs. C'est le seul moyen de survivre. D'autres filles sont là aussi. 7. Toutes âgées de 12 à 17 ans. Toutes avec des histoires similaires. Vendues. Enlevées. Trompées. Toutes brisées. Elles ne parlent pas beaucoup. Elles existent, c'est tout. Une jeune fille de 16 ans nommée Aya dort dans la chambre voisine. Une nuit, elle murmure à Tandiu, « Tu es jeune. Tu as encore une chance. Tu as encore de la vie dans les yeux. Fuis. Avant de finir comme moi. » Morte à l'intérieur.
Comme moi qui m'enfuis. Les fenêtres sont grillagées. Les portes sont verrouillées. Aya réfléchit. Les ordures. Jeudi matin, quelqu'un vient les ramasser. Le portail s'ouvre. Se cacher dans les ordures. Partir dès que possible. C'est la seule chance. Risqué. Mais la seule chance. Tandiou est reconnaissante. Elle pense. Jeudi. C'est demain. Demain, elle tentera sa chance. Car rester ici, c'est mourir à petit feu. Et elle préfère mourir en essayant de s'échapper. Jeudi. 5 heures du matin. Tandiou n'a pas dormi. Elle attend. La porte de sa chambre n'est pas verrouillée. Une erreur rare. Elle l'ouvre lentement. Couloir désert. Tout le monde dort. Elle marche pieds nus. Silencieusement. Son cœur bat si fort qu'elle est sûre qu'ils l'entendront. Elle atteint l'arrière du bâtiment. Des ordures entassées. De grands sacs. Une odeur horrible. Elle se cache derrière. Attends. 20 minutes passent. Enfin, le camion poubelle arrive. Le portail s'ouvre. 2 hommes montent. Ils attrapent les sacs. Ils les jettent dans le camion. Tandiou attend le bon moment. Quand ils reviennent en chercher d'autres, elle court. À couvert. Vite. Elle saute à l'arrière du camion. Parmi les sacs poubelles. Elle s'enfuit. Une odeur insupportable. Mais elle ne bouge pas. Elle ne respire pas bruyamment. Les hommes jettent d'autres sacs. L'un d'eux lui tombe dessus. Douleur. Mais elle ne crie pas. Enfin, le camion repart. Le portail se referme. Tandiou est dehors. Dehors. Le camion roule. 15 minutes. 20. S'arrête. Les hommes commencent à décharger. Tandiou attend. Dès qu'ils sont distraits, elle s'éclipse. Elle court. Il crie. Et reviens ici. Mais elle ne s'arrête pas. Elle court. Pieds nus. Robe déchirée. Maquillage baveux. Elle court comme jamais. Elle tourne au coin d'une rue. Une ruelle. Attendez ici. Elle revient 10 minutes plus tard. Avec de vieilles sandales. Une capulana, un pagne traditionnel. Du pain. De l'eau. Et 50 francs. C'est tout ce que j'ai. La gare routière est en bas. 2 collines. Essaie de trouver un billet. Tandiou la remercie en pleurant. Merci. Merci infiniment. Que Dieu vous bénisse. La femme hoche simplement la tête. Allez-y, vite. Avant qu'il ne vous trouve. Tandiou court jusqu'à la gare routière. Elle arrive. C'est le chaos total. Des gens. Des bus. Des vendeurs ambulants. Un brouhaha incessant. Elle cherche un bus pour Goma. Elle en trouve un. Combien ça coûte? Le chauffeur la regarde. Pour Goma. 2000 francs. Le cœur de Tandiou se serre. Je n'ai que 50. Le chauffeur secoue la tête. Alors je ne peux pas vous emmener. Tandiou supplie. S'il vous plaît. Je dois y aller. Ma mère est là-bas. S'il vous plaît. Le chauffeur la regarde. Il la regarde vraiment. Il voit une jeune fille maigre. Blessée. Désespérée. Il soupire. Il monte. S'assoit au fond. Il ne parle à personne. Ne me faites pas regretter. Tandiou monte rapidement. Avant qu'il ne change d'avis. Elle s'assoit au dernier rang. Le bus se remplit. Il faut 1 heure. Enfin, il part. Tandiou regarde par la fenêtre. Bukavu disparaît. Elle ne veut plus jamais revoir cette ville. Le trajet dure 5 heures. Route épouvantable. Le bus tremble. Tandiou s'en fiche. Elle rentre à la maison. À Goma. Chez sa mère. Enfin, le bus arrive. Goma. Tandiou descend. Elle découvre la ville. Elle se met à marcher. Des heures de marche. Ses pieds la font souffrir. Mais elle ne s'arrête pas. Enfin, elle aperçoit. La maison. La maison familiale. Petite. Humble. Mais chez elle. Elle court. Elle frappe à la porte. Maman. Maman ouvre la porte. La porte s'ouvre. Chipo est là. Elle regarde Tandiou. Les yeux écarquillés. Tandiou. Chipo crie. Maman. C'est Tandiou. Elle est rentrée. Zuri apparaît. Elle regarde sa fille. Son état. Une robe étrange. Du maquillage qui a coulé. Trop maigre. Des yeux effrayés. Tandiou. Que s'est-il passé? Tandiou s'effondre. Elle tombe dans les bras de sa mère. Elle pleure. Tout.
tout ce qu'elle gardait pour elle. Maman. Maman, je suis désolée. Zuri serre sa fille dans ses bras. Elle pleure aussi. Tu es à la maison. Tu es enfin rentrée. Mazani apparaît. Les trois sœurs s'étreignent. Elle pleure. Tandiou est chez elle. Enfin rentrée. Et tandis qu'elle pleure dans les bras de sa famille, elle ne pense qu'à une chose. J'ai survécu. Contre toute attente. J'ai survécu. Mais l'histoire de Tandiou ne s'arrête pas là. Car rentrer à la maison ne signifie pas que tout va bien. Son corps est chez lui. Mais son esprit est toujours prisonnier. Les cauchemars reviennent chaque nuit. La peur constante. La honte. La culpabilité. Des fardeaux qu'aucun enfant ne devrait porter. Zuri essaie de l'aider. Mais elle n'a pas les moyens. Pas d'argent pour une thérapie. Pour un traitement. Alors Tandiou survit, tout simplement. Elle aide aux travaux. Elle prend soin de ses sœurs. Elle essaie d'oublier. Mais les souvenirs n'oublient pas. Ils restent. Gravés. À jamais. Tandiou a maintenant 15 ans. Elle pèse 42 kilos. Et nous revoilà au point de départ. Elle porte presque 2 fois son propre poids sur son dos. Mais maintenant, vous le savez. Vous savez que ce n'est pas du gravier qu'elle porte. C'est un traumatisme. C'est de la douleur. C'est des souvenirs. C'est la survie. Chemin de terre à Goma. Poussière rouge. Chaleur viscérale. Pieds nus. Talons crevassés et ensanglantés. Mais elle continue. Pas après pas. Parce qu'elle est une survivante. Parce qu'elle est plus forte que n'importe quel poids. Parce qu'elle refuse de s'effondrer. Zuri a trouvé un petit boulot de vendeuse de poissons séchés au marché. Ça ne rapporte pas grand-chose, mais c'est toujours ça. Tandiou aide en transportant les marchandises. C'est un travail honnête, pas de l'exploitation. C'est l'entraide familiale. Chipo est à l'école, en 6e. Elle rêve de devenir institutrice. Mazani est en CM2. Elle veut être infirmière, pour aider les autres. Tandiou n'étudie pas. Elle a perdu de nombreuses années. Mais peut-être un jour. Peut-être. Il existe une association locale qui aide les jeunes filles victimes de violences. Une petite ONG, aux ressources limitées, mais qui propose des groupes de soutien et un accompagnement psychologique de base. Tandiou y est allée une fois. Elle s'est assise en cercle avec d'autres filles. Toutes avec des histoires similaires, toutes brisées, mais toutes vivantes. Des survivantes. Une fille a pris la parole. Je m'appelle Amara. J'ai 17 ans. Et ce n'était pas de ma faute. D'autres ont répété, ce n'était pas de ma faute. Ce n'était pas de ma faute. Ce jour-là, Tandiou était incapable de parler. Sa gorge était nouée. Mais elle est revenue la semaine suivante. Et la suivante. Et la suivante encore. Et la 4e fois, elle a réussi. Je m'appelle Tandiou. J'ai 15 ans. Et ce n'était pas de ma faute. Prononcer ces mots ne guérit pas. Cela n'efface pas. Mais c'est un début. Un tout petit début. Le traumatisme est là. Il le sera toujours. Tapis dans l'ombre. Dans les cauchemars. Dans ces moments de panique lorsqu'un inconnu s'approche trop près. Mais il y a aussi de bons moments. Rares, mais bien réels. Quand Mazani rit aux éclats d'une bêtise. Quand Chipo l'aide aux tâches ménagères sans se plaindre. Quand Zuri la serre dans ses bras avant de dormir et lui murmure « Tu es courageuse. Tu es forte. Je t'aime. » Dans ces moments-là, Tandiou se souvient. Elle a survécu. Elle est vivante. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tandiou ignore ce qui est arrivé à tante Nyasha. Elle ne veut pas le savoir. Mama Subira a essayé d'appeler plusieurs fois. Zuri a refusé de répondre. Certains ponts ne peuvent être reconstruits. Certaines personnes ne méritent pas le pardon. Bwana Lingil emploie toujours des porteurs. Tandiou le croise parfois au marché. Il ne la regarde jamais dans les yeux. Il sait qu'il a contribué au système qu'il a brisé. Une honte silencieuse. La maison des horreurs de Bukavu a été fermée par la police 6 mois après l'évasion de Tandiou. D'autres filles ont été secourues. Certaines ont retrouvé leur famille. D'autres sont restées seules. Un système imparfait. Une justice incomplète. Mais il y a toujours quelque chose. L'histoire de Tandiou n'est pas un cas isolé. Elle n'est pas particulièrement horrible. Il y en a des milliers comme elle. Des dizaines de milliers. À travers le Congo. À travers l'Afrique. Partout dans le monde. Des enfants invisibles. Qui travaillent. Qui souffrent. Qui survivent. Tandis que le monde détourne le regard. Parce qu'il est plus facile de ne pas voir. Plus confortable d'ignorer. Mais maintenant, vous savez. Vous avez vu Tandiou.
Vous connaissez son histoire. Et c'est pourquoi il est essentiel de raconter ces histoires. Non pas pour choquer. Non pas pour exploiter. Mais pour témoigner. Pour dire, ceci s'est produit. Ceci se produit encore. Et nous ne pouvons plus faire semblant de ne rien voir. Tandiu est debout. Elle a livré la cargaison. Elle a été payée. 60 francs. Elle en donne la moitié à sa mère. Elle garde l'autre moitié. Elle économise. Pourquoi faire? Elle ne le sait pas encore. Peut-être pour ses études, un jour. Peut-être pour monter une petite affaire. Peut-être simplement pour avoir quelque chose à elle. Son choix. Son pouvoir. Elle rentre chez elle. Le soleil couchant teinte le ciel d'orange et de violet. Le lac qui vue scintille au loin. Un instant. Juste un instant. Elle s'arrête. Inspire profondément. Regarde le ciel. Et ressent quelque chose. Pas du bonheur. Pas encore. Mais une sorte de paix éphémère. Elle a survécu à l'enfer. Elle porte des cicatrices qui ne disparaîtront jamais complètement. Mais elle est là. Elle est vivante. Elle est debout. Et ça. C'est ça la victoire. Petite. Imparfaite. Mais la victoire. L'histoire de Tandiu n'a pas de fin heureuse digne d'un conte de fées. Car la réalité est rarement aussi idyllique. Les traumatismes ne disparaissent pas comme par magie. La pauvreté ne se résout pas par la seule bonne volonté. Les systèmes d'exploitation ne s'effondrent pas de façon inspirante. Mais il y a de la résistance. Il y a de la survie. Il y a des filles comme Tandiu qui refusent de disparaître. Qui portent un fardeau insurmontable et continuent d'avancer. Qui perdent tout et trouvent encore une raison de vivre. Et peut-être, juste peut-être, si suffisamment de gens sont au courant. Si suffisamment de gens se soucient d'elle. Si suffisamment de gens agissent. Quelque chose peut changer. Pas pour Tandiu. Elle a déjà vécu ce qu'elle a vécu. Mais pour la prochaine. Et la suivante. Et la suivante. Alors, que faire de cette histoire? Fermer la vidéo et l'oublier? Ou en garder une trace? La laisser vous interpeller? Vous amener à vous interroger? Vous inciter à agir, même modestement? Faire un don aux organisations qui luttent contre le travail et la traite des enfants. Sensibiliser son entourage. Soutenir les politiques de protection des enfants vulnérables. Ou tout simplement, regarder. Voir les Tandiu autour de soi. Les enfants invisibles. Et refuser de détourner le regard. Car, au final, l'humanité ne se mesure pas à ce que nous faisons quand c'est facile. Mais à ce que nous faisons quand c'est difficile, quand c'est inconfortable, quand cela exige quelque chose de nous. Tandiu rentre à la maison. Shippo et Masani font leur devoir à la lueur de la lampe. Zuri prépare le dîner, Ugali et Sukumawiki. Simple, mais suffisant. Tandiu rejoint ses sœurs. Elle regarde leurs cahiers. Des lettres qu'elle a du mal à déchiffrer. Des chiffres incompréhensibles. Une éducation perdue. Mais Shippo le remarque. Tu veux que je t'apprenne, Tandiu? Je peux t'apprendre ce que j'ai appris aujourd'hui. Tandiu sourit. Un petit sourire. Un sourire sincère. Son premier vrai sourire depuis longtemps. Oui, je veux bien. Apprends-moi. Et tandis que Shippo explique patiemment, que Masani observe, que Zuri cuisine, Tandiu ressent quelque chose. Pour la première fois depuis des années. Elle sent que peut-être, juste peut-être, elle peut avoir un avenir. Différent du passé. Différent du présent. Un avenir où elle est plus qu'une survivante. Où elle est une personne entière. Avec des rêves. Avec des possibilités. Avec la vie. Nous ignorons si Tandiu réussira. Les statistiques ne sont pas favorables. Les filles comme elles se remettent rarement complètement d'un traumatisme. La pauvreté persiste. Les opportunités sont rares. Le système qui l'a abandonnée continue d'abandonner d'autres. Mais elle essaiera. Parce qu'elle ne sait rien faire d'autre qu'essayer. Pas à pas. Jour après jour. Respiration après respiration. C'est tout ce que l'on peut vraiment faire. Continuer. Continuer d'exister. Continuer de résister. Continuer d'espérer. Même quand l'espoir semble vain. Même quand l'avenir semble impossible. Continuer. Voici l'histoire de Tandiu Makena. 15 ans. 42 kilos. Une survivante du travail des enfants. Des sévices. De la traite des êtres humains. D'horreurs que la plupart des gens ne connaîtront jamais. Mais aussi. Une sœur. Une fille. Une jeune fille qui rit encore parfois. Qui rêve encore en secret. Qui est toujours là. Contre toute attente.
Toujours là. Et ça, c'est le plus important. Elle est là. Vivante. Réelle. Importante. Humaine. Entière. N'oubliez pas cette femme. N'oubliez pas les milliers de personnes comme elle. Car lorsque nous oublions, lorsque nous détournons le regard, l'horreur continue de plus belle. Mais lorsque nous nous souvenons, lorsque nous sommes témoins, lorsque nous refusons de l'accepter comme une fatalité, alors le changement devient possible. Petit, lent, mais possible. Si cette histoire vous a touché, si vous êtes arrivé jusqu'ici, participez au changement. Abonnez-vous à la chaîne. Laissez un commentaire. Partagez. Non pas pour les chiffres, mais parce que des histoires comme celle-ci doivent être racontées. Des voix comme celle de Tandiu doivent être entendues. Et ensemble, même si chacun fait un petit geste, nous pouvons faire la différence. Nous approchons des 500 abonnés. Vous pouvez être celui ou celle qui nous permettra d'atteindre cet objectif. Chaque abonné, c'est une histoire de plus à raconter. Une voix de plus à amplifier. Le soleil se couche complètement sur Goma. La nuit tombe. Les étoiles apparaissent. Tandiu dort auprès de ses sœurs. Pour la première fois depuis longtemps. Pas de cauchemar. Juste le sommeil. Un sommeil profond. Un sommeil bien mérité. Le sommeil de celle qui a combattu et survécu. Et demain, elle se réveillera. Et elle continuera. Car c'est ce que font les survivants. Ils continuent. Ils continuent toujours. Et nous, qui écoutons, qui savons, que ferons-nous? Nous continuerons, nous aussi. À lutter pour un monde où aucun enfant ne sera Tandiu. Où aucune fille n'aura à choisir entre la faim et les violences. Où l'enfance rimera avec sécurité, éducation, amour, absence d'exploitation, de traumatisme et de survie quotidienne. Ce monde est possible. Pas facile. Pas rapide. Mais possible. Si nous commençons. Maintenant. Ensemble.